Alors, donc bonjour à tous, bienvenue. Pourquoi est-ce qu'on a ce titre et même ce sous-titre sur la crainte que les promesses de l'IA iraient de pair avec une dilution de la marque, des messages, bref, tout ce qu'on a eu beaucoup de mal à construire pendant tant d'années avant que l'IA arrive, particulièrement dans l'IT, où on vend donc des produits complexes, des produits et des solutions complexes, où le discours qui accompagne la vente et le marketing, la crédibilité de la marque sont absolument essentielles pour pouvoir vendre. Donc pourquoi est-ce que on choisit ce sujet? Eh ben, on va y venir dans un instant. Et je vais commencer, si tu veux passer à la slide suivante, Damien, par un exemple qui est alors pas du tout IT, qui est Coca-Cola. Encore qu'il paraît qu'il y a des gens, des complotistes qui pensent que dans les bulles de Coca-Cola, il y a des nanotechnologies pour nous espionner. Mais c'est pas tellement le sujet. L'histoire ici, vous la connaissez tous. Alors pourquoi Coca? Parce que c'est une marque que tout le monde connaît. Et l'exemple que j'ai explicité ici est très iconique. Euh, et donc il s'appliquerait encore plus au monde IT. C'est que Coca-Cola, en fin d'année dernière, à l'occasion des fêtes de fin d'année, a réalisé une publicité, un spot publicitaire entièrement bâti par de l'IA. Donc conçu, imaginé, conçu, réalisé, publié, produit par de l'IA, à 100%. Enfin, c'est leur message en tout cas. Et il s'avère que ils ont fait ça d'une part pour apparaître comme une société très en avance sur son temps, et d'autre part parce que ça leur coûte évidemment 10 fois moins cher que de faire appel à un studio avec une direction, une réalisation par Ridley Scott, par exemple. Ça a provoqué un, un tollé un tollé dans le monde de la grande distribution, de la grande conso, un tollé dans le monde de la communication et du marketing. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, bon, l'IA, nanana, et puis et surtout parce que la pub, en fait, est très froide. Or, et je ne parle pas que de la neige sur le bord de la route, c'est des camions qui défilent, pour ceux qui ont vu la pub, c'est des camions qui défilent. Alors, c'est des jolis camions, hein, avec des petites lumières, mais ça fait plus peur qu'autre chose. Il n'y a pas un seul humain dans la pub, c'est des petits animaux qui regardent sur le bord de la route. Alors, ils sont censés être émerveillés par cette caravane de coca. En fait, ils ont l'impression qu'ils ont plus peur qu'autre chose. C'est des gros camions sur le bord de la route, tu parles. Euh, et donc, ça donne une impression vraiment glaciale. Et le terme est évidemment bien approprié. Or, Coca-Cola, la marque Coca, depuis le début, depuis l'origine, c'est une marque qui mise à fond sur la chaleur, le rapprochement entre les humains. Toutes les publicités, tous les messages de Coca, c'est buvez un Coca, vous allez voir, tout va bien se passer, on est ensemble, on fait la fête. Il y a énormément de pubs, vous vous en souvenez tous de ces pubs de Coca, on voit des jeunes qui s'ébaudissent sous la pluie ou sous le soleil sur la plage en buvant leur Coca et on est bien tous ensemble. Et c'est évidemment, ça va de pair avec cette couleur très chaleureuse du rouge flamboyante. Hein. Donc c'est une marque très chaleureuse au départ. Et là, l'IA a produit un résultat totalement contre-intuitif et finalement totalement contre-productif surtout. Et je ne vous dis pas le coût de ce que ça représente pour une marque qui, quand elle fait une pub, ne dépense pas quelques milliers d'euros en termes notamment de promotion et de diffusion. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple du fait que l'IA peut avoir non pas un bon effet, mais un mauvais effet. Et pourtant, évidemment, on a envie de penser que l'IA va nous apporter plein de choses. Et les promesses de l'IA, moi, je suis Philippe Guianoc, je suis directeur marketing d'une plateforme IA. Je ne veux pas vous dire que l'IA porte pas plein de choses. Simplement, il faut l'utiliser de la bonne façon. Alors, comment faire pour l'utiliser de la bonne façon dans un service marketing et en particulier dans le secteur IT? Eh ben, moi, je ne vais pas en parler. Hein. Je vais laisser Damien parler à ma place. Pourquoi Damien? Parce que Damien est probablement, à mon avis, le meilleur spécialiste. Alors, pour ne pas lui mettre trop de pression, l'un des meilleurs spécialistes en France du sujet, du marketing dans le secteur IT, et pour cause, Magnetic Web, dont il est directeur associé, est une agence spécialisée uniquement auprès du secteur IT et uniquement sur des campagnes marketing communication et sur des stratégies à mettre en place. Donc, je vais le laisser parler. Avant toute chose, Damien, je vais te demander deux questions. La première, est-ce que tu peux te présenter un peu mieux que je ne l'ai fait? Et également, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Parce que sinon, on arrête tout de suite le webinaire. Eh bien, pour répondre aux deux questions l'une après l'autre, pour me présenter, tu as déjà fait un bon travail. Mais en résumé, donc moi je suis Damien Andrieux. Ça fait avec Philippe en fait quasiment 20 ans qu'on se côtoie dans le marketing, dans l'univers marketing, dans l'IT. Donc ça ne nous rajeunit pas, mais ça montre aussi qu'on a une trajectoire justement
vraiment, on est passionné par ce secteur-là, hein, par le marketing vraiment appliqué à la transformation dans le secteur des éditeurs de logiciels, des ESN, des cabinets de conseil. Et depuis 10 ans, je suis donc directeur associé au sein de Meticway. On est un cabinet et une agence de conseil marketing qui travaille uniquement avec des éditeurs de logiciels, des ESN, des cabinets de conseil dans l'IT. Donc c'est vraiment ça qui nous passionne. Et notre rôle est souvent d'intervenir comme un binôme, un partenaire des directions marketing en place, en apportant différentes expertises. Mais ça nous donne aussi la chance de vivre aux côtés d'eux des équipes, aussi des transformations comme celle dont on va parler. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, l'exemple est justement une très bonne illustration. Hein. Et là, en plus, c'est dans un très grand groupe qui a probablement une chaîne de décision marketing énorme avant d'arriver à ça. Donc, on peut imaginer un peu les enjeux de désalignement que ça peut créer dans des structures plus petites, où le marketing a parfois un petit peu moins de poids dans le secteur IT. Et ça va être justement le sujet du jour, de dire en quoi la capacité de production que nous apporte l'IA crée aussi des risques en termes de dilution de la marque, c'est-à-dire d'avoir des prises de parole, des visuels, des contenus qui finalement ont tendance à se disperser un petit peu dans tous les sens et vont impacter la marque. Et comment on fait, en quelque sorte, quelles sont un peu les méthodes et les bonnes pratiques pour répondre à cet enjeu-là. Donc c'est notre sujet du jour, sur lequel nous allons commencer directement avec un premier point. Pour cadrer le sujet, on sait tous que l'IA, ça a un impact global, on en parle partout, donc on ne va pas revenir sur ça. Par contre, on va revenir sur pourquoi est-ce que l'IA a en particulier un impact sur les services marketing dans la tech plus qu'ailleurs, pour les éditeurs de logiciels, ESN, cabinet de conseil IT. Il y a plusieurs facteurs qui jouent ça et c'est important d'en prendre conscience, hein, qu'on est tous là autour de la table, plus directement concernés par la pression que nous met l'IA que dans d'autres secteurs. Déjà, tout l'écosystème, que ce soit en interne ou en externe, attend des entreprises tech et de leurs services marketing qui soient déjà un peu par magie matures sur ces sujets-là. On a des attentes élevées souvent des directions, hein, des DG, des directions commerciales sur le fait qu'on doit s'approprier très rapidement l'IA au sein du marketing. Moi, j'ai des vraies anecdotes vécues avec des clients et dans l'écosystème de DG qui arrivent vers le service marketing qui est en place, qui commencent tout juste à utiliser l'IA dans des cas d'usage et lui demandent de définir une trajectoire à 6 mois, à 1 an de l'impact de l'IA, les gains que ça va pouvoir faire, l'évolution de l'équipe qu'il va falloir mettre en place, les ressources potentiellement que ça va permettre d'économiser, alors que le service marketing est un peu au balbutiement sur la prise en main de ces outils. On a aussi dans le secteur IT des bailleurs persona qui sont plus matures qu'ailleurs. Hein. Typiquement, les DSI vont eux-mêmes être plus à même d'utiliser l'IA pour commencer à comparer les solutions, identifier des acteurs crédibles sur les sujets. Et donc forcément, nous, en tant que marketeurs, ça nous met une pression supplémentaire parce que ça veut dire que tous les enjeux de visibilité sur les IA génératives, de JIO, etc., ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs. On a d'autres enjeux qui rajoutent une pression spécifique de l'impact de l'IA sur nos services marketing. On a souvent des offres qui sont un peu plus complexes que des fois dans d'autres secteurs. Et un des risques qu'on voit, et là pareil de vécu, c'est le junior d'un service marketing qui utilise directement l'IA pour être capable de commencer à produire des contenus parce qu'il n'arrive pas forcément à complètement comprendre les produits et les services, et donc arrive avec des contenus qui sont peu différenciants, alors que je pense qu'on est tous convaincus qu'il ne faut pas déléguer à l'IA cette compréhension des offres et que pour pouvoir être précis et différenciant, on a besoin, côté marketing, d'appréhender parfaitement les services et les produits de ce qu'on vend. Et donc, il y a d'autres enjeux avec typiquement les modèles qui sont en train de se recomposer, hein, côté éditeur, côté ESN. C'est en plein bouleversement avec l'impact de l'IA, la bascule du TGM à la valeur, typiquement côté ESN, etc. Et donc ça rajoute une pression en plus supplémentaire sur nous, côté marketing, parce que à partir du moment où on nous fait évoluer les business models, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les offres, le positionnement, et c'est donc du travail en plus. Donc, on a un peu un croisement en termes de pression sur les services marketing actuellement, en tout cas dans la vingtaine de cas et d'échanges que je peux avoir avec des clients, des personnes de mon écosystème directement. Et ça, cette pression, ça a un impact du côté marketing, c'est qu'on va multiplier les initiatives, les tests d'utilisation de l'IA pour essayer d'accélérer, de répondre à ces enjeux, à cette pression, sur des usages internes, donc tout ce qui va être production de contenu, de visuel, de supports commerciaux, hein, comme on le fait déjà probablement tous. Et aussi sur le fait de dire comment est-ce qu'on arrive à mettre la main dans ces aspects de référencement sur les IA génératives, de JIO,
en commençant à faire des tests plus ou moins réussis par rapport à ça, avec les risques que ça peut avoir derrière. Et donc, c'est là qu'on arrive un peu à ce paradoxe. L'IA donne à beaucoup de personnes la capacité de produire ou d'accélérer des actions marketing, mais pas forcément de produire un contenu juste, cohérent et aligné avec la stratégie de la marque. Parce que souvent, quand on est sous pression et qu'on a besoin d'aller très vite, on oublie un peu la coordination et l'alignement au profit de cette rapidité. Donc ça, c'est un peu la mise en contexte. Cette double pression, c'est justement ce qui nous amène au sujet du webinaire du jour. Plus l'IA donne d'autonomie, plus l'alignement, ou en tout cas le fait de disposer d'un socle commun autour de la marque devient important. Et par rapport à ça, il faut sortir du fantasme. C'est pas parce qu'on va partager 50 prompts dans son service marketing qu'on va être aligné. C'est un peu ça, des fois, les dérives que je peux voir. On a partagé notre bibliothèque de prompts, on a aligné. Non, en fait, les résultats sont différents. On va avoir, typiquement, en termes d'anecdotes, il y avait une démarche JO qui était en train de se mettre en place de référencement sur les IA génératives, comment renforcer les signaux externes pour être plus visibles, ou une entreprise côté RH, commerce, marketing, essayer de se référencer sur pas mal de sites, d'annuaires, de plateformes de référence. Et finalement, ils avaient en effet réussi à multiplier les signaux, mais en fait, chacun avait une manière différente de définir l'entreprise. Ils s'en sont rendus compte après. Et donc, avec pas forcément les mêmes termes, pas forcément le même pitch. Et donc, on est arrivé à un ensemble de signaux typiquement incohérents qui est contre-productif par rapport à l'enjeu. L'autre exemple des alignements qu'on a rapidement et qu'on peut voir, c'est des services hors marketing qui se mettent à faire un petit peu du marketing en quelque sorte. On a le cas d'exemple là d'un expert qui arrive vers le service marketing en disant ça fait depuis 2 ans que tu me demandes de produire des contenus avec toi. Tiens, je t'ai produit 20 articles de blog et quand on les reçoit, ils sont générés automatiquement par l'IA, n'ont pas de différenciation et on ne sait pas très bien quoi en faire. Non, mais ça n'existe pas, ça, Damien. Pas du tout. Non. Il y a jamais les gens n'essayent dans l'entreprise de faire du marketing à ta place. Par contre, ils essayent des fois de répondre en se disant tiens, ça fait longtemps que tu me dis qu'il faut qu'on produise ensemble des contenus différenciants d'expertise. Voilà, tiens, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai mis des trucs et voilà, je t'ai produit 20 articles de blog dont on peut rien faire, mais on ne peut pas lui répondre de cette manière. Les autres exemples, c'est que nous, marketing, on n'est pas non plus en reste dans cette parfois mauvaise utilisation de l'IA, ou la production massive de contenu qu'on peut voir sur LinkedIn, dans les sites web. En fait, c'est pas en produisant 1000 pages supplémentaires qu'on va être mieux référencé si elles ne sont pas différenciantes. Et pourtant, on a quand même ces dérives-là que moi je constate et qu'on voit globalement dans l'écosystème. Donc, tout ça, pourtant, par rapport à ça, on a à la fois besoin de produire du contenu différenciant, aligné avec les éléments de marque, ce que Google qualifie de non-commodity content, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être des contenus qu'on peut trouver partout ailleurs. On a besoin de renforcer ça et potentiellement d'en produire plus, mais qui soient vraiment différenciants. Et de l'autre, on ne peut pas non plus brider les experts parce que mettre en mouvement les experts de l'entreprise, les responsables produits, les responsables des pôles services ou des centres de compétences dans les ESN, c'est aussi un des moyens de se rendre davantage visible, en particulier avec l'évolution de tout ce qui est SEO, JO, et même pour les clients finaux, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir des prises de parole crédibles, authentiques, et en plus d'exploiter l'entité expert, en fait, la visibilité que vont avoir chacun de ces experts-là. Ça, on va en parler en deuxième partie, davantage le JO. Voilà, oui, c'est parce que je vais essayer potentiellement pas trop vite. De vulgariser, mais normalement, c'est connu par tous. Et donc, on a à la fois ces deux enjeux de se dire, il faut, malgré ce contexte-là, on a besoin de produire plus, mais des contenus différenciants. On a malgré tout besoin d'engager des personnes, mais de la bonne manière. Et donc, le problème, c'est pas que les équipes utilisent l'IA, c'est qu'ils l'utilisent avant d'avoir un socle commun qui permet d'accélérer sur les bonnes bases. Donc, c'est ça tout l'enjeu d'aujourd'hui. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, on arrive à ces deux phases-là. La première phase de la pièce, c'est ce côté comment est-ce qu'on va canaliser les actions marketing autour d'un socle commun. Et la deuxième pièce, c'est comment est-ce qu'on va activer les experts de manière supplémentaire. Donc, la première phase, c'est comment canaliser les actions marketing autour d'un socle commun. Donc, comme on l'a dit, l'IA donne à chacun la capacité de produire plus en plus grande quantité, mais sans cadre commun, ça amplifie les écarts de qualité et les dissonances avec la marque, comme on l'a vu dans la pub Coca-Cola, mais on a, je pense, tous beaucoup d'exemples concrets de visuels qui ne respectent pas l'identité de marque, de contenus qui finalement ne sont pas différenciants et qui sont produits en plus grande quantité. Canaliser
l'entreprise autour d'un socle commun, ça permet de faire face à deux écueils. Le premier, c'est ce qu'on qualifie de shadow marketing. C'est le fait qu'il y a la production de contenu, de visuels, d'actions marketing qui ne soient pas maîtrisés par le marketing et qui commencent à être initiés de plus en plus par d'autres services qui prennent des initiatives et qui engendrent une perte de contrôle. Et de l'autre, le côté chaos marketing, c'est-à-dire que même au niveau du marketing, ça peut partir dans tous les sens avec un manque de cohérence et en s'éloignant de l'identité de la marque. On ne met pas en avant les différenciateurs, on n'a pas de preuves par rapport à la marque, on n'a pas de manière de produire du contenu qui va vraiment créer de la valeur. On en produit plein, mais sans valeur. Et donc, le vrai sujet qu'on a, c'est comment est-ce qu'on évite que l'IA mette à l'échelle un discours qui va être moyen, incohérent, sans preuve, sans éléments spécifiques qui permettent de le faire ressortir. Parce que ça, c'est déjà, ça peut ne servir tout simplement à rien. Si les contenus ne sont pas indexés, pas visibles, on a beau en produire plein, ça ne sert à rien. Et en plus, ça engendre de la perte de crédibilité au niveau de la marque. Par rapport à ça, un cas d'exemple qui, je pense, peut nous parler à tous par rapport au secteur IT, c'est le parallèle avec tout ce qui se met en place là, depuis plusieurs années, côté cycle de développement, chaîne de développement, parce que les équipes tech, elles vivent déjà cette bascule avec les assistants de code. On sait tous que l'IA propose massivement du code. La prise de parole du président de Mistral il n'y a pas longtemps, qui disait que maintenant 100% du code était produit par l'IA et que les humains faisaient que du pilotage de ce qui était produit. Donc on voit qu'il y a déjà cette bascule qui est faite côté développement depuis longtemps et qui est vraiment un des aspects justement aussi de transformation du secteur. Donc le vrai sujet côté dev, c'est de savoir si ce code est maintenable, sécurisé, cohérent avec l'architecture et avec les standards qu'on a au niveau de l'équipe et de l'entreprise. Surtout qu'on a plein de développeurs différents qui vont travailler sur des projets communs. Et donc ça fait écho, on peut faire un parallèle assez rapidement avec notre sujet. Le levier central côté dev, c'est que plus l'IA accélère la production de code, plus le fait d'avoir du contexte engineering, du contexte qui va être partagé, vérifier la qualité et le rôle du lead dev deviennent de plus en plus stratégiques. On a même de plus en plus de prises de parole côté experts qui parlent un peu des burn-out des lead dev sur cet enjeu de goulot d'étranglement sur la maîtrise de ce qui va être produit par l'IA. Et ce contexte engineering, il ne peut pas rester propre à chaque développeur. Il doit être consolidé au niveau de l'équipe et souvent de l'entreprise. Et nous, on vit la même bascule côté marketing. Ce contexte engineering, c'est-à-dire tous les éléments qui vont permettre de partager les bonnes pratiques, les standards, l'identité de la marque, les éléments qui doivent être vraiment le socle commun des pratiques, il ne peut pas être géré de manière individuelle, chacun dans ses prompts isolés. Il doit s'appuyer sur un socle commun, partagé et exploitable par l'IA. Donc, on va rejoindre, on le verra après, tout ce qui va être les plateformes de marque, les chartes éditoriales, des enjeux finalement qu'on a depuis un certain temps, mais qu'on a parfois laissé un petit peu de côté au profit de campagnes de lead génération très court terme. Donc, le vrai travail, la vraie bascule qu'on a à faire par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on transforme notre stratégie marketing, nos éléments de plateforme de marque et de marque, en une matière qui va être exploitable par l'IA et partagée en permanence à tous les intervenants. Donc, le socle et la manière de l'industrialiser. Et ça, bien sûr, nous, côté marketing, ça paraît une évidence. Je dis, bah oui, la plateforme de marque, on en a tous. Une charte éditoriale, on en a tous. Une charte graphique, on en a tous. La réalité, alors là, je parle de vécu, ce n'est pas des statistiques sur 10 000 éditeurs, mais c'est déjà sur 50 ESN et 50 éditeurs de logiciels. De vécu, on a quand même souvent des chartes éditoriales, des chartes graphiques, des plateformes de marque qui sont parfois pas existantes, parfois qui ne sont pas complètes, et parfois qui sont assez génériques. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des plateformes de marque ou des chartes éditoriales, chartes graphiques, qui peuvent être des fois assez similaires dans la manière de les décrire entre différents concurrents, différents éditeurs. Donc ce côté charte socle, éditorial, graphique, plateforme de marque, qui soit vraiment créé et qui ne soit pas relégué dans un placard, mais réellement appliqué systématiquement au quotidien dans nos pratiques, ce n'est pas des choses qu'on retrouve forcément systématiquement. Et pourtant, c'est des choses qui, comme côté dev, deviennent encore plus essentielles maintenant, à partir du moment où l'IA va pouvoir nous décharger d'une partie de la production, va se recentrer sur cette qualité, ce socle-là, ces différenciateurs-là, c'est ce qui va faire une vraie différence. Je vais prendre deux cas d'usage, qui sont pas, c'est pas exhaustif, mais deux cas d'usage précis de la manière dont nous, en termes de méthode, on va accompagner ça dans certains cas. Le premier cas d'usage, c'est tout ce qui est identité graphique, la production graphique par l'IA. L'enjeu, c'est pas seulement générer des beaux visuels, ça va être de produire des visuels qui vont être reconnaissables, cohérents, exploitables selon les différents canaux
et aligné avec l'identité visuelle de la marque de manière reconnaissable, identifiable. Contrairement à ce qu'on peut des fois avoir sur LinkedIn avec les super experts qui prennent la parole sur LinkedIn à plein de niveaux, la réponse n'est pas que IA. Hein. On est dans ces réponses-là, on est sur des croisements de compétences entre de la direction artistique et de l'expertise graphique, une expertise marketing sur la compréhension précise des cas d'usage, l'identité de la marque, sur en effet des compétences côté IA et en effet des compétences industrialisées. Mais il n'y a pas une réponse unique, miraculeuse avec la mise en place de telle ou telle IA. Concrètement, côté graphique, le problème actuel, c'est d'essayer d'alimenter une IA avec une charte graphique qui va être conçue pour un œil humain, voire des fois ne pas l'alimenter du tout. Hein. C'est qu'on ne va même pas alimenter l'IA avec la charte graphique, mais souvent, on va essayer juste de copier-coller un PDF explicatif de la charte, et l'IA générative ne va pas comprendre ça. Elle a besoin de réagir à des mots précis, à des pixels de référence pure. Et donc, les étapes par rapport à ça, et je ne vais pas revenir sur chacune, hein, je vais juste donner quelques éléments, et le mieux, si on a que ça intéresse, ça sera de faire un point avec notre directrice artistique Climatic Way qui pilote ce sujet-là. C'est bien sûr déjà la première étape d'avoir une charte graphique détaillée, brief, logo, composants, typos, etc. De la rendre AI ready. Et là, pour ça, il faut faire un travail de traduction. C'est-à-dire que souvent, nous, dans les chartes graphiques qu'on peut voir, on a souvent des termes, des actifs marketing un peu classiques, dynamique, authentique, premium, moderne, qui définissent les chartes graphiques. Souvent, ça, c'est déjà trop vague de manière générale, et c'est encore plus vague pour une IA, et ça va générer des résultats aléatoires. Et par rapport à ça, alors là, c'est un exemple que m'a transmis en interne notre pôle design et direction artistique en termes d'exemple. Mais typiquement, il faut être capable de transcrire cette charte graphique dans un dictionnaire de mots-clés techniques qui va vraiment être compréhensible par une IA, en termes de style, d'illustration, de type d'éclairage, de grain, etc. Et qui vont forcer l'IA à reproduire la patte visuelle de l'entreprise. L'autre point clé, souvent, c'est la préparation d'assets isolés. C'est-à-dire nourrir l'IA, surtout quand on a des personnages, des mascottes, des éléments clés reconnaissables par rapport à la marque, de la nourrir avec des exemples de ces assets-là, détourés, propres, pour qu'elle soit capable de comprendre l'univers de ces éléments reconnaissables. Typiquement, moi j'ai le cas d'exemple où on avait créé pour un client, dans le cadre de la refonte du site web, où il y avait une mascotte qui était un astronaute 3D très détaillé, qui était vraiment important et qui se retrouvait sur beaucoup de pages. En produire 100 de manière manuelle en 3D très détaillé, c'était pas possible dans les budgets, c'est normal. Par contre, le fait d'entraîner une IA par rapport à un certain nombre de modèles de ce personnage-là complexe, en mettant en avant tous les différenciateurs précis qu'on va avoir sur celui-ci, définir les positions dans lesquelles il peut être présent ou pas, l'entraîner par rapport à ça, et ensuite être capable de générer ces visuels reconnaissables et identifiables en termes de mascotte 3D, ce qui n'est pas évident. Hein. Autant des fois un personnage, on peut réussir à facilement générer des personnages similaires. Dès qu'on rentre dans des aspects plus complexes de photos 3D, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un autre. Juste à titre d'exemple d'illustration, c'est le cas de le dire d'ailleurs, je vais partager, j'ai demandé à ChatGPT, en l'occurrence de Premium, de faire une photo de moi, de produire une image de moi avec une moustache à la française. Et je pense que ça va beaucoup vous faire rire. Ça donne ceci. Voilà. Alors, voilà, donc il a bien mis la moustache à la française, sauf qu'il a juste barré toutes mes rides, mes poches sous les yeux, etc. Il m'a fait une moustache trop blanche, et puis bon voilà, enfin bref, vous avez compris l'idée. Ça suffit pas, hein, un petit prompt juste comme ça. L'exemple est très parlant, hein. C'est que c'est plus Philippe sur la photo. Voilà, exactement, c'est plus moi. Pourtant, on a demandé à l'IA de partir de la photo et de faire ça avec un prompt classique. Mais l'IA n'est pas entraîné avec quelques modèles de Philippe reconnaissables dans différentes positions à droite et à gauche, en ayant identifié les caractéristiques spécifiques de Philippe Guioneuc, pour ensuite lui demander de faire une action précise. Donc, elle ne sait pas qui est Philippe Guioneuc. Donc, enfin, avec la photo, elle n'arrive pas à. Donc, elle va juste régénérer une image où on rajoute plus ou moins certaines caractéristiques sans beaucoup moins belle que moi. Hein, donc, beaucoup moins belle. Sympa. Elle a reconnu qu'il n'avait pas forcément beaucoup de cheveux, mais à part ça, voilà, les points communs sont plus limités. Donc ça, c'est typiquement un bon exemple de quand on veut faire ça sur une mascotte, typiquement pour une entreprise ou sur des personnages visuels qui doivent être reconnaissables, identifiables et qui font l'identité de l'entreprise, c'est pas possible sans cette approche méthodique.
Et ensuite, c'est l'autre étape, et je vais passer rapidement dessus, mais c'est le fait de comment est-ce qu'on est capable ensuite de transcrire tous ces éléments de charte graphique IA ready, l'injecter dans cet univers de marque dans le cerveau de l'IA. Et donc là, on passe par tout ce qui va être des bases de connaissances sémantiques, voire en allant, qui vont permettre en quelque sorte de se créer notre directeur artistique virtuel qui va être capable de garantir la cohérence des productions, voire des bases d'entraînement plus poussées avec des systèmes LoRa. Alors, pour être honnête, c'est mon équipe technique qui va être et design qui va savoir mieux en parler de moi, donc je ne vais pas m'apesantir sur ces aspects-là. Pour les cas d'usage aussi spécifiques côté graphique, c'est quelque chose qui est important parce que on a plusieurs petits points qui sont nécessaires. Déjà, bien sûr, une fois qu'on a entraîné ça, entre produire un visuel pour LinkedIn, pour un site web ou pour un kakémono qui doit être en haute définition, c'est pas les mêmes enjeux. Et par défaut, typiquement, les IA vont générer souvent des images avec des formats web qui vont souvent être en 1024 par 1024 et qui vont être pas du tout adaptés pour du print, par exemple. Donc après, c'est comment est-ce qu'on va identifier les usages essentiels et faire soit une chaîne d'agents, soit bien identifier la capacité que l'IA va avoir de produire les assets qui sont nécessaires. Il y a aussi des enjeux de contraintes légales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais qui sont aussi des choses importantes à prendre en compte. Typiquement, les droits d'auteur, c'est quelque chose qui est un enjeu avec la production IA, même quand on ne s'inspire pas forcément de quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'une image qui va être générée 100% par l'IA, potentiellement, elle n'appartient à personne. Si vous l'avez produit et que vous l'utilisez dans vos communications, vous avez quand même envie qu'elle vous appartienne à vous. Donc, on a aussi un peu des fois de travail ou d'éléments de personnalisation pour être sûr que tout ce qu'on produit à un terme est tamponné et appartient à l'entreprise qui les a produites. Et ensuite, on a ces phases de conduite du changement pour savoir qui va l'utiliser, comment. Donc là, on rentre dans du change, dans les approches de change classiques des équipes. Et ensuite, l'industrialisation. Et comment est-ce qu'on passe de ce qui va être utilisé dans un projet précis à l'échelle de l'entreprise. Et donc là, on peut passer dans des approches de type alors, Generative Brown Book, c'est des choses qu'on est capable de produire côté MIT-Quay. Là, on est en phase de recherche là-dessus. C'est des espaces collaboratifs dynamiques qui vont être maintenus à jour et qui vont permettre à tout le monde de créer les visuels répondant à la charte au jour J, mais aussi demain, dans un mois, dans 3 mois, etc. Ou c'est des choses qui peuvent être typiquement dans les plateformes type Zambaya. Philippe reviendra dessus, mais être intégré à un moment là pour être industrialisé au niveau de l'entreprise. Deuxième cas d'usage sur lequel je vais passer rapidement, où c'est les mêmes méthodologies, hein, c'est tout ce qui est production de contenu, où là, bien sûr, on a des compétences qui vont être différentes, c'est-à-dire que c'est plus le directeur artistique qui va apporter sa touche, et nous, typiquement chez MIT-Quay, on a un ancien journaliste IT qui a bossé 20 ans dans des médias IT, qui maintenant est consultant éditorial chez nous, et qui va aider ce cadrage des chartes éditoriales et de la manière de décliner cette charte éditoriale dans des assets compréhensibles par l'IA. On a les mêmes enjeux, hein, en termes de description d'identité, tonalité. Et là, les petits points spécifiques à noter côté contenu, c'est le besoin d'emphase sur la charte éditoriale, parce qu'on a souvent tendance à avoir des chartes éditoriales qui sont assez bateaux dans ce qu'on peut voir parfois dans ce qui va être produit en interne, où une charte éditoriale entre une entreprise et une autre, la tonalité, souvent on va mettre les curseurs d'expertise, des curseurs de tonalité, de personnalisation un petit peu au milieu. Et donc là, tout un travail nous qu'on fait côté MIT-Quay, c'est comment est-ce qu'on va mettre en emphase ce qui va être vraiment la tonalité spécifique de l'entreprise pour que l'IA produise des contenus qui puissent être reconnaissables en termes de tonalité, de style, de niveau de vocabulaire, etc. Et là, l'entraînement, en particulier si vous n'avez pas de charte éditoriale, la capacité à produire et à donner des exemples de contenus qui ont vraiment la bonne tonalité, la bonne posture, les bonnes approches, c'est quelque chose d'extrêmement important côté édito pour entraîner l'IA sur les bons contenus, parce que c'est comme ça qu'elle va être aussi capable ensuite d'apprendre et d'être éduquée à votre tonalité. Quelques points juste spécifiques sur les cas d'usage. On pense beaucoup à la production de contenu. Oui, la production de contenu, typiquement avec les IA, c'est un des éléments importants, en sachant qu'on a quand même un point d'attention par rapport à tout ce qui va être SEO et JEO, et même tout simplement par rapport à l'audience. C'est que si on n'a pas des contenus qui sont personnalisés, vraiment différenciants, c'est quelque chose qui peut avoir des impacts négatifs. Donc, la patte humaine, à un moment donné, dans le process, reste important, souvent, en tout cas dans ce que je préconise sur la production de nouveaux contenus. Et par contre, il y a des cas d'usage qui sont souvent très intéressants et créateurs de valeur, sur tout ce qui va être localisation entre différentes langues, pour adapter le contenu à la bonne tonalité, mais aussi à la bonne tonalité propre à chaque pays. Hein. Entre les États-Unis et la France, on n'a pas les mêmes enjeux de tonalité des fois. Les mises à jour d'anciens contenus, la revue de contenus qui vont être produits en interne par des personnes manuellement
et on a envie de vérifier ou de s'assurer de petites adaptations pour les faire correspondre à l'achat éditorial et à la tonalité. Donc on a voilà, souvent des cas d'usage qui vont être au-delà de purement la partie production. Et je te passe la main, Philippe, je crois. Oui, absolument. En fait, pour dire que tout ça peut notamment être intégré et industrialisé via une plateforme. Alors que ce soit Zenbaya ou une autre d'ailleurs, mais l'idée c'est que, vous savez, on dit souvent, vous connaissez bien parce que vous êtes tous dans le secteur IT, que l'outil doit s'adapter à l'entreprise et pas le contraire. Mais avec l'IA, c'est un peu différent. On est obligé de voir les choses un peu différemment. On dit que l'outil va aider l'entreprise à structurer sa démarche. Une plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme agentique. C'est un outil qui est mis à disposition dans un premier temps des directions générales d'entreprise pour les aider à réaliser d'une manière opérationnelle ce que Damien a décrit, de manière à structurer cette démarche, à l'inscrire, à la sanctifier ou à la sanctuariser dans un outil logiciel. Merci Philippe. Et dans ces étapes, dans ce que parle Philippe, on est dans ces dernières étapes, où comme on l'avait vu là, dans ces dernières étapes de l'approche, comment est-ce on est dans l'étape d'industrialisation de la démarche. C'est-à-dire qu'il faut avoir posé toutes les bonnes pratiques, le socle commun, l'avoir fait, et on est OK, comment est-ce qu'on diffuse ça et on centralise ça pour que ça puisse être exploité justement par tout le monde. Et pour revenir justement sur la suite, on passe, je voulais parler des deux pièces. La première phase, c'est comment est-ce qu'on canalise les efforts de tout le monde autour d'un socle commun, c'est ce qu'on a vu dans cette première partie. Si on parle de la deuxième pièce, qui est comment est-ce qu'on active les experts, petite introduction, avant d'en parler directement. Les IA, on sait maintenant qu'elles décodent l'empreinte globale de l'écosystème de votre marque, sur votre site, mais aussi tous les signaux qu'il va y avoir ailleurs. Et donc, on passe d'une approche qui était pas uniquement, mais quand même orientée sur toutes les actions de lien, external linking côté SEO, à des approches de globalement de présence et de signaux positifs de la marque. Cohérent. C'est-à-dire la manière de toujours avoir sa marque, ses experts, ses produits qui soient associés dans des sources de référence, aux bonnes terminologies, à la bonne manière de présenter de manière cohérente. Donc, en plus de cette singularité de la marque, maintenant, c'est essentiel de développer des prises de parole à l'extérieur, des signaux externes de la marque qui ont tout intérêt à être valorisés par vos experts. Pour mettre cela en mouvement, et là, cas d'exemple, vécu dans des échanges que je peux avoir, une facilité, qui n'est pas du tout ce que je recommande, ça serait de mettre un masque, c'est-à-dire créer plein de faux profils à plein d'endroits et se dire, comme pour les faux avis Google, on va se créer plein de signaux positifs à plein d'endroits différents autour de la marque. Faut quand même savoir que comme dans l'histoire du SEO, où on a vécu ce côté ping-pong entre les référenceurs et les algorithmes, avec tout ce qui est black hack SEO, les mauvaises pratiques côté SEO, on fait du bourrage de mots-clés, on est pénalisé par les algorithmes. On fait des plateformes de liens artificiels, on est pénalisé par les algorithmes, etc. Je suis à peu près certain qu'on va avoir le même fonctionnement en ping-pong sur les aspects de référencement sur les IA génératives. Et donc, les mauvaises pratiques qui peuvent marcher temporairement maintenant marcheront plus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et deviendront potentiellement des pénalités. Ça a déjà été le cas d'ailleurs avec les faux comparateurs qui, il y a 1 an, performaient très bien. C'est qu'on crée des faux comparateurs sur son site qui mettaient justement l'entreprise en premier et on s'arrangeait pour que ce soit bien référencé. Ça a marché pendant 6 mois. Maintenant, c'est pénalisé. Alors, les faux comparateurs sur des sites externes, ça peut encore marcher, mais on aura probablement la même bascule derrière. On a ce premier point-là, et en plus, on a aussi le point que si le marketing peut agir sur certaines plateformes directement, les plateformes de comparaison, type Gartner, Capterra, etc., des annuaires, c'est loin d'être la totalité et la tendance qu'on a en termes de plateformes. C'est-à-dire que sur Reddit, sur LinkedIn, Reddit qui est quand même une nouvelle plateforme qu'on n'utilisait pas il y a 2 ans dans le marketing IT, ou très peu, le LinkedIn qui l'est et dont l'algorithme change pour pénaliser les contenus IA et renforcer uniquement les contenus postés par des vrais experts qui sont reconnus dans un champ sémantique d'expertise, et c'est vers ça que tend l'algorithme LinkedIn, vous porte à orienter sur un poids et une prise de parole des vrais experts à l'extérieur. Donc, évitez de mettre un masque là-dessus. Ce qui implique un changement, qui est comment est-ce qu'on va véhiculer cette expertise et cette preuve et activer les experts pour être plus visibles. Donc,
comme on le disait, tout tend à développer la prise de parole par des vrais experts plutôt que ce soit le marketing qui prenne la parole pour eux. Cependant, on sait que ça, que c'est pas forcément, enfin en tout cas de vécu, c'est souvent loin d'être compliqué. Un peu plus facile côté éditeur de logiciels où on a des chefs de produits, des personnes dont c'est aussi le rôle. Un peu plus complexe côté société de services et cabinet de conseil où c'est une de tâches supplémentaires du consultant qui est déjà chargé à 100% chez des clients. Et donc là, cet enjeu d'engagement des experts sur ces tâches en plus, c'est souvent quelque chose qui va être compliqué et qui va demander un petit peu de méthodologie. Par rapport à ça, une des méthodos, nous, qu'on met en place et qu'on suit, alors des fois c'est complet, des fois c'est uniquement sur certaines étapes, sur cette capacité à créer ces signaux externes par la valorisation des experts. On a déjà une première étape forcément d'identification, où là il faut identifier les experts qui auront la volonté de s'impliquer sur le long terme, donc qui perçoivent un intérêt, soit parce qu'ils sont très investis dans l'entreprise, soit parce qu'ils y voient aussi un intérêt personnel en termes de personal branding, et ils voient quelques années plus loin en se disant que c'est aussi intéressant. Ceux qui sont aussi un peu tamponnés quand même par une partie de la direction, parce que c'est quand même des experts dans l'entreprise à qui on va donner un petit peu de poids. S'ils s'en vont dans 6 mois, dans 1 an, on aura fait peut-être une petite partie du travail pour rien. Donc il y a aussi cette première identification au départ. Et ensuite, par une phase de cartographie, c'est-à-dire que pour chaque expert, on va identifier comment est-ce qu'ils sont perçus par les IA, où est-ce qu'ils sont actuellement visibles. Et souvent, ça permet d'identifier des actions quick win assez rapides pour l'expert en question et pour la marque derrière. Ça peut très bien être typiquement un profil GitHub qui existe, qui est actif, mais qui est vide dans le à propos ou dans le lien vers l'entreprise. Ça va être une présentation dans LinkedIn qui va être limitée. Ça va être qu'il a pris la parole, qu'il a été speaker dans 4 événements très importants d'expertise sur des enjeux de dev, d'infra ou autres. Mais par contre, il n'a pas sur sa fiche auteur, il ne l'a pas rempli, il n'y a pas de lien vers l'entreprise, il n'y a pas son titre, etc. Donc déjà, première étape, c'est comment est-ce qu'on valorise tout ce qui est existant pour créer une vraie cohérence dans cette entité expert. Parce que les IA voient les experts aussi comme une vraie personne, vont être capables d'analyser les différents endroits où ils ont pris la parole, la cohérence entre la présence sur le web, et par rapport à ça, vont pondérer en quelque sorte le poids de l'expert qui va aussi rejaillir derrière sur les prises de parole qu'il pourra faire sur le site et les prises de parole qu'il pourra faire à l'extérieur. Et ensuite, rapidement avec le timing qui nous reste, mais l'idée c'est d'arriver pour chaque expert par rapport à leur expertise donnée avec une proposition de plan d'action. Et là, on arrive en leur proposant une liste de possibilités qui soit en phase avec son expertise. Arriver en forcing en disant voici ce qu'on va faire ensemble et c'est tout, ça ne marche jamais. Donc c'est toujours le fait de dire voici la liste des possibilités, sur quoi est-ce qu'on est capable de s'engager ensemble et avoir des choses qui lui parlent vraiment par rapport à son expertise. Donc ce n'est pas du tout des plans génériques, c'est à chaque fois des plans qu'on va construire sur les 3-4 experts qui ont été validés et sur lesquels on va avancer spécifiquement. Et comment est-ce qu'on va être capable d'identifier des prises de parole, des actions qu'il va pouvoir mener et qui vont pouvoir créer de la valeur. Petit conseil là-dedans, parce que moi je travaille principalement avec des PME et des ETI, où il n'y a pas de personne en interne qui est responsable côté RH de la valorisation forcément des experts. La capacité qu'on a à valoriser tous les gains, tous les succès qu'on a est important. Moi, j'ai pas mal d'entreprises dans lesquelles je suis dans les sites de qualification des leads, par exemple, qui arrivent, et être capable de pousser la direction générale sur un lead qui est important en disant tiens, ça a été permis grâce à telle prise de parole de l'expert. On voit dans le circuit qu'il est arrivé par cette prise de parole-là, puis qui est arrivé sur un site de l'expert, puis qui nous a contactés, en mettant bien sûr l'expert en copie. C'est des choses qui vont vraiment transformer l'expert en ambassadeur de la démarche en interne. Donc, on a des vrais déclencheurs par rapport à ça. Les déclencheurs aussi qu'on peut avoir dans cette phase de conduite du changement, c'est le avant-après, c'est-à-dire être capable de montrer comment l'expert a été identifié au départ et comment est-ce qu'il est identifié 3 mois après, montrer que l'IA et que sa visibilité est beaucoup plus importante à un moment donné. Et souvent, ça, c'est des choses qu'il ne va pas suivre lui-même. Donc, accompagner aussi ça et montrer le avant-après, c'est des choses qui sont souvent créateurs de valeur. Donc, voilà pour cette démarche. Comme il nous reste pas beaucoup de temps, on peut passer sur ces phases de questions-réponses. Et Philippe, tu voulais aussi conclure sur un point, je crois. Alors, 2 points. D'abord, effectivement, je l'ai déjà dit en amont, l'outil n'est pas tout, mais il permet de structurer la démarche. Et l'outil, du coup, devient un actif stratégique de l'entreprise. Quand je parle d'outil, je ne parle pas seulement d'un LLM, parce que le LLM ne suffit pas, mais d'un LLM organisé, structuré, qui à la fois assure la sécurité des données, permet d'assurer la fiabilité des résultats, donc parce qu'il est instruit, parce qu'il a des bases de compétences, de connaissances, donc il est agentique.
mais aussi parce qu'il permet de piloter avec des stats, avec on sait qui fait quoi à quel moment pendant combien de temps, sur quel sujet, etc. Donc il y a derrière vraiment une notion de gouvernance de l'IA qui est importante. Et plus vous allez rentrer dans l'IA, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vous rendre compte que c'est indispensable. Probablement vous vous en rendez déjà compte. D'ailleurs, si vous êtes présent ici aujourd'hui, c'est probablement aussi en partie pour ça. Donc il y a cet aspect stratégique. Et puis d'une manière plus concrète, il y a une autre chose que je vais dire qui est en fait en réaction à Pascal qui malheureusement a dû partir, mais qui aura le replay, qui est comment faire pour concrètement, à partir du fait qu'on sait à peu près ce qu'on veut, mais on voudrait justement l'organiser d'une manière propre, comment faire pour créer un agent qui fasse le boulot ou qui nous aide à faire le boulot, parce qu'il y a toujours derrière un contrôle humain et une vérification humaine et un retravail humain. En l'occurrence, je vais prendre un cas très précis qui est un éditeur de logiciels d'origine anglaise spécialisé en comptabilité, dont je ne vais pas citer le nom, mais dont vous devriez voir le nom assez vite, qui a fait appel à nous pour générer des leads. En gros, la problématique est la suivante, ils ont lancé un nouveau produit qui a un petit peu de mal à décoller en Europe. Et donc, ils cherchent des leads, et particulièrement, ils cherchent des contacts qui soient des intentionnistes, c'est-à-dire des gens qui, par leur comportement, par leur profil aussi, sont potentiellement intéressants et pourraient avoir des projets. Et en tout cas, être intéressés par une démarche d'échange avec cet éditeur de logiciels. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit. Je partage là? Est-ce que je partage? Non, je ne crois pas. Voilà, Là, je vais on partager parce que sinon, vous n'allez rien dossier. comprendre à ce que je dis. Donc, ici, ce qu'on a fait avec eux, c'est que, vous voyez, la plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure, on lui a demandé, est-ce que tu peux, s'il te plaît, créer un agent qui fasse ça? Donc, qui, un, identifie des intentionnistes, deux, qui permettent d'enrichir ses contacts pour qu'on ait le maximum d'informations dessus, qui, en fonction de toutes ces informations, trois, score le potentiel d'intention du contact, et quatre, envoie automatiquement des messages pour essayer de rentrer en relation avec la personne et communiquer tout ça ensuite aux commerciaux pour qu'ils puissent rappeler en tout état de cause. Et donc, ça donne la chose suivante. On a construit cette plateforme qui donc est construite à partir de la plateforme IA de Zenbaya avec des plateformes et des briques tierces, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de connecteurs possibles. Et donc, ici, on a des listes qui correspondent ensuite à des contacts. Et ces contacts, il y a effectivement toutes les informations, alors adresse postale, email, téléphone, la fonction évidemment. Et puis après, il y a des informations plus de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi son actualité, et in fine, donc un score d'intention, de rappel. Et du coup, la possibilité de les trier, de les catégoriser, mais aussi d'adapter le discours qu'on va mettre en place derrière, parce qu'on va créer derrière, toujours dans cette même plateforme, enfin cette même application IA, ça s'appelle Zenleads en l'occurrence, des campagnes, des campagnes par envoi d'email, envoi de lignes de messages LinkedIn, selon un scénario, des branches de scénario, etc. Et donc voilà, tout ça ensuite est piloté et vérifié ensuite par des humains, mais piloté au départ par IA et créé par des IA. Donc voilà, Pascal, qui n'est plus là, mais qui m'entend quand même, comment on peut, de manière très concrète, utiliser l'IA agentique pour organiser tout un travail de génération de leads en l'occurrence, tout en respectant profondément les discours, les process, le cycle de vente dans l'entreprise, avec des messages qui sont adaptés, et ce, par n'importe quel collaborateur de l'entreprise, puisque ça peut être mis dans les mains de n'importe qui, dans la mesure où tout est préinstruit. Hein, il n'a pas besoin de se reposer la question de est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel terme ou pas, c'est fait. Voilà, du coup, là, moi, j'ai fait ma conclusion. Et pour rebondir, pour prendre un peu de recul justement sur la présentation qu'on a eue là, parce que là, ce que j'ai partagé, ça correspond à des choses moi, que je peux vivre au quotidien avec des éditeurs et des ESN qu'on accompagne. Et souvent, la réponse pour que ça marche, là je parle en termes de retour d'expérience, hein, pas de gourou marketing sur LinkedIn qui a la solution miracle, hein. Le fait que ça fonctionne, c'est qu'on est quand même beaucoup sur des croisements d'expertise. Il y a une partie qui est en effet le côté IA et la manière de le faire. Il y a une partie qui est le fait de bien comprendre les usages précis qu'on va avoir, de dire bah, là on a besoin d'accélérer sur la production de visuels, c'est en train de partir dans tous les sens dans l'entreprise, on a des choses qui ressemblent plus à l'identité visuelle et qui sont créées par le marketing, pas par le marketing par ailleurs.
On a besoin de structurer ça. Donc là, on est bien dans des expertises qui sont à la fois de direction artistique, de bien reposer les éléments, de les faire comprendre par l'IA, de l'entraîner. Donc un regard qui est vraiment d'expertise métier, une partie qui va être de l'expertise marketing, de direction marketing en quelque sorte, pour être capable de piloter, de définir les cas d'usage les plus importants, et après une partie qui est matérialisation dans l'outil. Et le fait de voir ce côté prisme et comment est-ce qu'on les aligne et qu'on les fait travailler ensemble, c'est ça qui enfin dans la réalité, ce que moi je vois, c'est ça qui fonctionne. C'est qu'arriver uniquement avec la solution peut-être purement marketing quand on veut passer à l'échelle, bah, ça va être pas suffisant. Uniquement par rapport à une partie outil ou voilà, le côté qui peut arriver, bah, souvent on va pas forcément arriver à embarquer tous les éléments de charte graphique, de charte éditoriale, adaptés à l'IA qui vont permettre de conduire et de réussir le changement. Et le tout, c'est passionnant, évidemment, c'est complexe et passionnant. Ça apporte de la valeur à ce que vous faites. Le marketing est le département qui adopte le plus l'IA et l'IT est le secteur d'activité qui adopte le plus l'IA. Donc vous avez de l'avance, il faut en profiter, et notamment pour vous faire valoir et faire valoir vos missions auprès des directions générales qui, bizarrement dans le monde IT en France, parfois un peu sous-estiment le travail du marketing.